Bonjour et bienvenue à Ciné Histoire spéciale Critérion. Je suis toujours en compagnie de Jade. Salut, ça va bien? Oui, ça va. J'ai oublié d'enlever mon son. Vas-y, d'enlever mon son sur mon ordi. Oui, ça va bien. On est aujourd'hui dans notre deuxième de Henri-Georges Clouzot, qui était un programme double, donc avec Les Diaboliques en 35, puis Le Salaire d'Apeur aujourd'hui, numéro 36, qui est un film que je pense qu'on a bien apprécié. Oui. Puis j'ai assez hâte là, de replonger dedans. Puis toi, ça va? Ben oui, ça va toujours. Effectivement, c'est un film qui que j'avais entendu parler, dont j'avais entendu parler, pardon, mais qui, je sais pas, ça passe pas à télé, on dirait. Je sais pas. Tu sais, Henri-Georges Clouzot, j'avais vu Le Corbeau, j'avais vu d'autres de ses thrillers, mais celui-là. Ben, c'est ça, c'est un thriller, pas d'horreur, ou c'est pas un film noir, c'est pas un film d'enquête comparativement à tous les autres films qu'il a fait ou à peu près. Donc, j'ai bien hâte d'en parler. Fait que je te laisse débuter tout ça, justement. Oui. Un petit recap de Clouzot, justement, même si on l'a déjà fait au dernier épisode. Désolé si vous l'écoutez l'un à la suite de l'autre. Ben, tout à fait. Dans le fond, Henri-Georges Clouzot, il y a 5 films dans la collection Critérion, donc celui-là, c'est son deuxième. Le prochain, ça va être Le Corbeau, que t'as déjà vu, dont j'ai entendu parler, mais que je n'ai jamais regardé. Henri-Georges Clouzot est un scénariste et réalisateur qui a été grandement influencé par Fritz Lang, par l'expressionnisme. Il a été engagé par la compagnie allemande Continental au départ, puis le premier film qu'il a fait avec eux, c'est Le Dernier des Six, qui était une adaptation d'un roman de Stanislas André Stiemann, qui a été un grand succès, dans le fond. Après ça, il va adapter un deuxième roman de Stiemann, qui est L'Assassin habite au 21, avec pas mal les mêmes acteurs principaux que dans son film précédent, dont Jean Freinet, qu'on a vu, nous, dans La Grande Illusion. Pardon, il a été, pour son association avec cette compagnie-là, là, qui était une compagnie allemande, là, je le rappelle, il est passé en cours, dans le fond, avec d'autres cinéastes, puis il y a eu une petite sentence là, qui l'a interdit, dans le fond, d'avoir accès à un set, puis de faire des films pour une période de 2 ans, ce qui est quand même mieux que ce que c'était supposé être, là, dans le fond, il était supposé être interdit à vie, mais c'est, dans le fond, une lettre là, de Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, Marcel Carné, qui vont l'appuyer dans le fond, puis à cause de ça la sentence va être nettement réduite. Clouzot a remporté une guerre d'enchères contre Hitchcock pour le script des Diaboliques, ça on en avait parlé la dernière fois, puis ben c'est ce qui on dit dans le fond que Hitchcock aurait été inspiré grandement là, par les Diaboliques pour faire justement Psycho, qui est pas mal son plus connu. Clouzot a créé plus tard sa propre compagnie de films qui va nommer Vera Film en l'honneur de sa femme, Vera Clouzot, qui joue dans les 2 films justement dont on a parlé. Et Le Salaire de la Peur, lui, est un immense succès, remporte meilleur film et meilleur acteur à Cannes. Ça permet à Clouzot de se faire un nom là, auprès des critiques plus à l'international, dans le fond, plus qu'en Europe, dans le fond. Puis c'était aussi un grand ami de Picasso, puis il a fait un documentaire là, sur la peinture de 15 de ses œuvres. Le documentaire a aussi gagné le prix du jury à Cannes. Donc Le Salaire de la Peur, c'est un film de 1953 qui nous arrive de France, évidemment. C'est un aventure, drame, thriller. On pourra dire à quoi ça nous fait penser plus tard, parce que je pourrais le dire tout de suite, mais on va se le garder. Donc, c'est un film de 147 minutes, format 1:33:1, donc assez carré, noir et blanc. Le producteur est Raymond Broderie. Le scénario vient de Henri-Georges Clouzot et Jérôme Géronimi, qui est le frère de Clouzot sous un pseudonyme. C'est à la base un roman de Georges Arnaud. La musique vient de Georges Auric, qui a fait Roman Holiday, notamment. Le directeur photo est Armand Tirard, qui a travaillé avec Clouzot sur Les Diaboliques. Le montage de Madeleine Gug, qui a fait Le Comte de Monte-Cristo. Les décors René Renoux, quand même un drôle de nom. J'ai pas d'autres informations là, sur les studios, le budget, etc. Mais il a fait un box-office dans le fond de 6 944 306 entrées. C'est quand même considérable. Oh ouais. Puis quelques distinctions, dans le fond, on a déjà parlé de Cannes. Il a aussi remporté le Golden Bear, puis le BAFTA du meilleur film. Donc, ouais, c'est aussi un des seuls films qui a gagné le premier prix à Berlin et à Cannes, parce qu'en théorie, t'as pas le droit de présenter ton film aux 2 festivals, mais je sais pas, j'ai pas lu vraiment sur pourquoi il a pu, justement,
présenter ces deux films-là, mais c'est ça, c'est un fait assez anodin, ben pas anodin, mais en tout cas inusité de l'histoire, là, parce que ça, tu peux pas présenter même par exemple à Sundance, t'as le droit, mais en fait, t'as le droit de présenter ton film à Cannes, par exemple, si il a pas été présenté ailleurs que dans ton pays d'origine avant. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment, tu sais, mettons, les films qui font leur première à Cannes, ils ont pas le droit d'être, habituellement, ils ont pas le droit d'être sortis ailleurs avant. Là, il faut vraiment qu'ils fassent leur première à Cannes. Donc, c'est pour ça qu'à Berlin, ben, t'es pas supposé non plus. Ouais. Ben, Berlin arrive avant, en fait, là. Il arrive en février, à peu près février-mars. Cannes, c'est au mois de mai, mais c'est ça, j'ai pas trouvé l'information sur pourquoi les deux films ont pu être le film a pu être présenté aux deux festivals, mais ça fait partie du Big Three là, des festivals avec Venise aussi ouais. Là, mais c'est ça m'étonne, je comprends pas pourquoi, mais bon, tant mieux pour lui parce que c'est un très bon film. Ben tout à fait, donc c'est ça, il y a quelques distinctions quand même notables là, puis on va pouvoir revenir sur justement les forces de ce film là parce que je pense que toi tu l'as quand même bien apprécié. Je vais y aller avec la version Criterion, dans le fond, un peu là, semblable au Diabolique. Dans le fond, on a une version restaurée, évidemment. Quelques entrevues avec Michel Romanoff, puis le biographe de Henri-Georges Clouzot, qui est Marc Godin. Une entrevue avec Yves Montand, qui date de 1988. Un documentaire sur la carrière de Henri-Georges Clouzot. Une analyse des coupures faites au film pour la sortie aux États-Unis en 1955. Une traduction en anglais. Un livret avec un essai d'un auteur qui se nomme Denis Lehane et une compilation d'entrevues avec des acteurs puis des membres de l'équipe, dans le fond. Ouais, donc, une édition bien complète qui a été rééditée il y a pas si longtemps, il me semble. Là, je l'avais vu passer, ça fait peut-être un an, là, je sais pas, mais oui, une belle édition. Nous, on a pu l'écouter effectivement sur la plateforme de Criterion, donc une très belle qualité visuelle. Le film, en fait, ça c'est un film de... Même moi, je pense que c'est surtout un film thriller, d'action. Les trois genres que t'as dit aussi, là, mais il est vraiment réputé comme étant l'un des meilleurs thrillers où c'est le film qui vous donne des sueurs froides là, tout le long, puis avec raison. Dans le fond, ça suit principalement Mario et Joe, qui sont deux Français. Il y a aussi Bimba qui est un Allemand et Luigi qui est italien, qui sont tous pris dans un village désertique de l'Amérique du Sud. Leur seule porte de sortie, c'est de prendre l'avion, mais ils ont tous pas vraiment d'emploi ni d'argent, donc ils peuvent pas quitter vers l'Europe. Donc il y a peu de possibilités d'emploi dans ce village-là, à part de travailler pour la Southern Oil Company, qui est une compagnie américaine. Présenter un petit peu les personnages parce qu'ils ont tous des caractéristiques particulières. Mario, qui est joué par Yves Montand, justement, c'est un playboy un peu sarcastique. Joe, qui est joué par j'ai plus son nom, Charles Vanel, qui est en fait un ex-gangster qui s'est retrouvé sans le sou dans le village. Bimba, lui, c'est un homme silencieux dont les parents ont été tués par des nazis et qui travaille à la mine de sel. Puis Luigi, c'est un homme travaillant et jovial, mais qui vient d'apprendre qu'il est mourant. Donc c'est tous des exilés un peu, tous des renégats, des rebuts de la société. En fait, l'élément déclencheur arrive pas mal après la première demi-heure, une fois qu'on a établi pas mal tout le monde, là, alors qu'un feu éclate dans un puits de pétrole à 500 km du village. Puis c'est un puits qui appartient à la Southern Oil Company. Donc ils veulent en fait embaucher 4 chauffeurs pour une mission impossible, c'est-à-dire parcourir le chemin accidenté entre le village et le puits de pétrole, avec deux convois en fait, là, mais 2 convois de nitroglycérine qui sont c'est une substance hautement combustible, là, t'échappes une goutte à terre puis ça explose automatiquement, donc se promener pendant 500 km sur des routes qui sont pas carrossées, c'est pas évident. C'est donc une occasion pour les 4 hommes de faire un coup d'argent qui pourrait les ramener chez eux parce qu'on offre 2000 $ par personne. Puis c'est pas rien non plus, 2000 $ à l'époque évidemment. Puis c'est
évidemment, c'est tous des gens qui sont désespérés, donc qui vont sauter sur l'occasion. Il y a plusieurs personnes dans le village, d'ailleurs, qui vont sauter sur l'occasion. Puis ce sont trois de ces quatre-là qui vont être choisis parce qu'il y a Joe, en fait, qui va manigancer quelque chose pour qu'une autre personne tombe malade et puis qu'il puisse prendre sa place. Donc voilà, le reste de l'histoire, en fait, ça présente le parcours, justement, entre le village puis le puits. Des deux convois qui sont à une distance d'à peu près une demi-heure chaque, là, pour si jamais il y en a un qui explose, c'est ça pourra pas impacter les deux convois. Donc on en envoie deux aussi parce qu'on veut maximiser les chances que des gens puissent se rendre, parce que si on t'envoie juste un camion puis qui explose, tu le sauras jamais, puis on saurait pas trop ce qui se passe. Donc voilà. C'est un film, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai vraiment aimé son aspect thriller qui arrive surtout, disons, dans dans le deuxième tiers du film. Là, ça prend quand même du temps avant qu'il débute, mais une fois qu'il est bien enclenché, là, c'est vraiment prenant. Je sais pas comment t'as trouvé ça. Ouais, ben c'est sûr qu'au début c'est un peu lent. Tu sais, on se demande qu'est-ce qui se passe dans le film, on sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Puis tu sais, finalement, on se ramasse dans une espèce de clenche ou de speed. Speed, c'est clenche. C'est ça, un espèce de thriller où tu peux pas arrêter. Tu sais, c'est plus de ce type-là, mais c'est long avant que ça parte. Puis au début, je me demandais vraiment qu'est-ce qui allait se passer parce qu'il y a des scènes avec Vera Clouseau, justement. Qu'il y a des regards qui sont échangés entre elle puis d'autres personnages, qu'on se dit ok, on s'en va vers un thriller, que il va y avoir de quoi d'un peu louche avec les trois, un espèce de triangle, peu importe. Puis c'est pas ça du tout finalement. Donc c'est ça, c'est lent à s'établir quand Joe rencontre Mario au début. On comprend pas trop leur relation puis tout ça pour finalement qu'il y ait rien entre les deux, c'est ça. Mais au début, c'est qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le film, puis quand là on a justement le feu puis la mission qui est donnée, ben là l'autre partie du film est vraiment franchement bonne. Puis effectivement, c'est un film qui vient jouer avec nos émotions beaucoup, avec notre stress, avec tu sais on n'est pas sur le bord de notre siège non plus, mais peut-être qu'au cinéma on l'aurait été. Je sais pas, il y a beaucoup de gros plans sur des éléments, des briquets ou peu importe, des roues, puis tout ça, puis le chemin honnêtement là, il est pas facile, puis surtout un camion c'est pas évident, mais le deuxième a jamais la chance que le premier a. Tu sais, éventuellement ils vont arriver sur une plateforme qui s'écroule après le premier passage, donc c'est un peu difficile pour le deuxième camion de faire un espèce de virage ultra serré. Puis le deuxième camion, c'est celui de Mario et Joe, donc qui sont les personnages plus principaux, là. Bimba et Luigi sont plus relayés au second plan, mais c'était un bon film qui nous garde qui nous tient en haleine, qui nous stresse un petit peu, puis on se demande qu'est-ce qui va se passer, puis on veut que ça marche, puis... Il nous tient en haleine parce que, tu sais, pour l'avoir écouté en programme double, tout de suite après Les Diaboliques, tu sais, 147 minutes, c'est ça, c'est quand même considérable comme film, puis on l'a écouté après un film qui durait pas loin de 2 heures aussi, puis on avait de l'attention pas mal tout le long aussi, là, c'est ça, on n'a jamais fait pause tant que ça. On était toujours bien investis. Puis d'ailleurs, je me demande justement quelle est ta péripétie favorite dans le film, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a 4 ou 5 là, environ sur tout le chemin. Là. Je sais pas quel qui t'a le plus marqué ou t'a plus... Je pense qu'il y en a peut-être... mais écoute, sont toutes pas mal notables, j'ai l'impression. Chiantes, mais là, ouais, c'est ça. Je mentionnais la plateforme, justement, à un moment donné, il faut qu'il fasse un virage, là. C'est serré comme c'est pas possible. Ouais, c'est une route de montagne, donc c'est ça tourne assez rapidement, puis... Je pense qu'il y a du monde qui ont construit une espèce de plateforme pour que les camions puissent reculer dessus puis repartir dans le sens inverse. Exactement. Puis cette plateforme-là qui tient pas à grand-chose, puis il y a un trou dedans, le bois est tout pourri, la roue se coince dans un trou, faut ressortir ça avec un espèce de levier qu'on se fait avec du bois de la plateforme. Fait que tu sais, ça c'est quand même pas pire parce que surtout le deuxième camion où il y a un des personnages qui est en arrière puis qui va se faire projeter, tu sais, c'est quand même... moi je trouve que c'est quand même brillant parce que tu sais on peut penser que le film va être répétitif vu que c'est 2 camions, vu qu'ils sont pas ils sont un à la suite de l'autre mais pas collés non plus, donc c'est les mêmes situations qu'on voit pas mal 2 fois, mais c'est jamais vraiment répétitif parce que
sais, comment le premier camion va réussir à passer va impacter la façon dont le deuxième va pouvoir passer. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment brillant dans le film. C'était pas c'était pas trop répétitif, là, ça l'était par moment. Puis cette scène-là, justement, sur le bord, sur la plateforme, est quand même assez longue, là. Ça prend quasiment une demi-heure avec les deux camions. Là, oui, mais tu dis pas trop répétitif, puis c'est vrai, en fait, parce que les situations sont les mêmes, mais bon, slightly different, là, d'une à l'autre, à cause justement du premier passage, mais les personnalités des 4 hommes sont tellement totalement différentes que ça change beaucoup la façon dont ils réagissent aux situations aussi. Il y en a qui vont, tu sais, au début, je sais pas si c'est vraiment au début, peut-être, là, à un moment donné, il faut qu'ils passent sur une route où c'est soit qu'ils vont à 4 km/h, soit à comme 80, là, parce qu'il y a plein de bosses sur cette route-là. Donc, les deux seules options, c'est soit d'aller tellement lentement qu'il se passera rien, mais ça va prendre comme 4 heures traverser le, je sais pas, 20-25 km. Bon, là, mes chiffres sont absolument pas bons, là, mais vous comprenez l'image. Puis sinon, c'est qu'on passe super vite dessus pour voler par-dessus les trous, mais on se rappelle que dans le truck, tu sais, c'est pas le fun, là, tu veux pas être coincé là-dedans, puis t'as les deux chauffeurs, tu sais, qui vont totalement à l'opposé un de l'autre, puis tu sais, c'est quand même, ça c'est intéressant à voir. Sinon, il y avait l'explosion du pipeline, qui va faire une espèce de mort de goudron, là, pas possible, qui va quasiment absorber un des personnages, puis ça va être super. Moi, je pense que c'était ma scène préférée, en fait, là, avec cette mort de goudron-là, qui c'est ça, je sais pas trop pourquoi, là, mais c'est quand même un moment touchant. Je peux pas trop en dévoiler nécessairement, là, mais c'est quand même intéressant. Puis, mais c'est sûr que, en tout cas, toutes les scènes, ils ont vraiment leur cachet, là, je trouve. Il y en a une autre où il faut exploser une grosse roche. Oui, mais c'était ma troisième, justement. Tu sais, ça, faut comme utiliser un petit peu de nitro pour faire exploser une grosse roche sur le chemin. Puis là, les 4 hommes sont pas mal en même temps. Mais là, faut reculer les camions jusqu'à être assez loin pour pas exploser. Faut faire un stratagème pas possible pour que le liquide tombe dans le trou de la roche. Faut forer à la main. Il faut aussi pas trop mettre de liquide parce que si ça fait trop exploser, il y a plus de route, puis ça peut créer des éboulements ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était quand même un bon bout parce que c'est ça, il y a premièrement, faut comme creuser le trou dans la roche, fait que là, sortir les outils pour ça, après ça, justement, sortir le bidon, tu sais, super lentement sans le brasser, puis tout ça, reculer les camions, fait que ça, c'était quand même, mais c'est vraiment les moments les plus les plus notables, je dirais, là, fait que, non, c'était très intéressant, puis justement, parlant des personnalités différentes, parle-nous un peu de la distribution du film, parce que Yves Montand, c'est quand même une légende du cinéma français, les autres sont un peu moins connus, mais il y a quand même... sont quand même c'est ça, à l'époque ils étaient quand même un peu plus connus. Honnêtement, il y en a juste un duquel j'ai moins d'informations, pour lequel j'ai moins d'infos, mais les 4 ont quand même un peu pire curriculum, disons-le comme ça. Donc Yves Montand qui joue le personnage principal, Mario, qui est un acteur franco-italien, il est né en Italie, puis en 1923 sa famille quitte l'Italie justement parce que le fascisme là, commence à s'installer tranquillement. Il va donc grandir à Marseille, il commence sa carrière comme chanteur de musical, puis se fait découvrir en 1944 par Edith Piaf. Il va faire par la suite beaucoup de films puis de musicals sur Broadway. Puis Marie Simone Signoret en 1951, donc l'une des personnages, l'une des actrices des Diaboliques, pas longtemps. Pas longtemps avant le tournage du film, justement. Puis on l'avait déjà mentionné, là, mais c'est là que Henri-Georges Clouzot va demander à Signoret de jouer dans son prochain film. Donc c'est bien intéressant vu que les deux couples, Signoret et Montand, puis Clouzot et Vera. Ils vont se lier d'amitié, donc c'est ça, c'est pour ça qu'ils vont proposer, qu'il va lui proposer à Signoret de jouer dans Les Diaboliques. Tout à fait. Mais par contre, c'est pas nécessairement... en tout cas, il n'y a pas eu juste Simone Signoret dans sa vie parce qu'il aurait apparemment eu une aventure avec nul autre que Marilyn Monroe. Puis ça a été hyper publicisé. Donc, pourquoi pas. Il a joué Yves Montand avec Marcel Pagnol, Marcel Carné, Alain Resnais, Vincente Minnelli, donc le père de Lisa, et Jean-Pierre Melville notamment.
Sinon, il y a Charles Vanel, qu'on a mentionné là, précédemment. C'est lui qui avait gagné le meilleur acteur à Cannes. C'est pas Yves Montand, c'est Charles Vanel, qui joue Joe, qui joue aussi dans Les Diaboliques, le rôle de l'inspecteur qui rappelait pas mal Columbo. Il jouait aussi dans To Catch a Thief, qui est un film de Hitchcock avec Grace Kelly et Cary Grant en 1955. Puis le rôle de Joe, ben justement, c'est ça, lui a valu cette mention-là à Cannes. Il y a Folco Lolli, c'est lui là pour qui j'ai absolument rien, qui joue Luigi, qui a une carrière assez grande en Italie, puis qui a fait en 61 Les Tartares avec Orson Welles, donc c'est le seul que je trouvais qui résonnait un peu plus, sinon c'est absolument juste des titres italiens. Mais le plus intéressant, c'est Peter Van Eyck. Parce que j'ai trouvé des trucs vraiment cool là, dans sa bio. Peter Van Eyck qui joue Bimba, dans le fond, qui est vraiment là un Allemand blond dans le film là. C'est blanc là, c'est quasiment on voit pas ses cils, on voit pas, tu sais, c'est très très pâle. Ça il me faisait penser un petit peu à Max von Sydow dans The Seven Seal, là, tu sais, ce type de blond, disons-le, qui a été un petit peu typecast là, dans des rôles d'officier nazi, surtout aux États-Unis, parce qu'en Allemagne, c'était une vraie star du cinéma. Il a joué notamment dans la série Les Docteurs Mabuse, dont on a déjà parlé. C'était Lang, ouais. Oui, sinon, il y a eu une aventure, là, c'est ça qui est super intéressant, il y a eu une aventure avec Gene Ross, qui est apparemment la source d'inspiration du roman Sally Bowles, qui, ce roman-là, a été adapté en un petit cabaret, là, comme ça, pas trop connu, qui se nomme Ben Cabaret, qui est, pour vrai, je pense que, je sais pas exactement si Cabaret a donné le nom au type cabaret, mais non, je penserais pas. Ben c'est pas grave, c'est le fun pareil, mais c'est cabaret, je veux dire, tout le monde connaît au moins une chanson de ça. Moi, ça a été repris dans plein d'affaires que j'ai déjà regardé, là, ça a été repris dans Glee notamment, puis dans Schitt's Creek aussi. Donc je ne connais malheureusement aucune chanson de cabaret. Mais non, mais Maybe This Time là, genre tout le monde connaît Maybe This Time ou Life is a Cabaret. La chanson d'ouverture. Ça serait mal me connaître. Je suis pas un grand fan des comédies musicale, mais le film a quand même, je pense, gagné 7 ou 8 Oscars, donc avec... Ce serait pas un Criterion aussi? Non, non, c'en est pas un, finalement. Bon, ben, mais au moins, ça a gagné, c'est ça, ça a gagné quand même pas mal d'Oscars, mais c'est ça, donc, une aventure avec la fille qui serait l'inspiration du personnage de Sally Bowles, qui est le personnage principal de Cabaret. Dans le fond, Sally qui... ben, pas Sally, mais Gene Ross, elle a été enceinte de lui, finalement, puis elle a eu un avortement par un homme gay qui a toujours prétendu être le père de cet enfant-là. Fait que, tu sais, on voulait cacher peut-être son orientation, enfin bref. Sinon, ben, il a travaillé avec Orson Welles en tant que son assistant directeur au théâtre Mercury. Il a obtenu sa citoyenneté américaine en 1943, puis il a travaillé dans l'armée en tant qu'officier. C'est après la guerre, dans le fond, qu'il va rester en Allemagne jusqu'en 1948, puis qui apparaît dans un premier film en Allemagne en 1949. Il y avait Vera Clouseau, évidemment, qui joue... elle joue un petit rôle dégradant. Oui, dans le fond, elle joue Linda, on la nomme... Je sais pas si on la nomme un moment donné dans le film, mais c'est une employée du bar où les hommes sont au début du film. Puis c'est ça, dégradant, oui, parce qu'elle se fait un peu maltraiter par son boss, elle lave les planchers à quatre pattes, elle se fait un peu maltraiter par Mario aussi, tu sais, c'est ça. Par contre, c'est le seul personnage féminin de tout le film, donc fait intéressant à noter, puis c'est pas un personnage qui existait dans le roman, donc Clouseau, là, c'est ça, l'a adapté là, pour lui donner un petit rôle. Sinon, ben c'est ça, Vera Clouseau. Ouais, mais c'est pas mal, tu sais, c'est pas des huis clos nécessairement, là, mais c'est vraiment des... le film se passe surtout dans les deux camions, donc il y a pas beaucoup d'acteurs là-dedans, mais il y a notamment l'officier, ou en tout cas je sais pas, là, le contremaître de la Southern Oil Company qui ressemble beaucoup à George C. Scott. C'est pas lui, mais bon, il ressemble vraiment beaucoup. On l'avait vu dans Doctor Strangelove, nous, il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est un grand acteur américain là, des années 60, 70 aussi. Donc, oui, effectivement. Puis en plus de... Ben, je pense que c'était un des premiers films justement de Yves Montand, mais c'est surtout en fait le film qui va un peu faire renaître la carrière de Henri-Georges Clouzot, notamment avec les prix à Cannes, à Berlin et tout, mais aussi parce que c'est ça, il y a eu
plusieurs problèmes, là, les poursuites, des trucs comme ça. Il avait pas fait beaucoup de films non plus pendant la guerre, donc ça va vraiment relancer sa carrière. Puis ça va aussi, parce que ça va être un grand succès critique et commercial. Puis ça va même redonner un petit relan de popularité envers les films sous-titrés, parce que le film il est en plusieurs langues là, quand même. Mais c'est ça, à l'époque, il y avait vraiment pas une haine, là, mais les gens étaient un peu tannés des films sous-titrés ou des films internationaux, donc on les voulait doubler la plupart du temps, puis ça, il a pas été doublé finalement, mais c'est ça, l'histoire était tellement universelle, tellement bonne, puis aussi peut-être qu'elle alliait beaucoup de langues, ce qui a fait en sorte que, vraiment, mettons, au Royaume-Uni, il a vraiment connu un succès assez important, mais ça va être de courte durée, parce qu'après ça, c'est ça, on va se remettre à doubler pas mal tous les films aujourd'hui aussi, là, c'est assez rare que un film étranger est pas doublé, là, mettons un gros film étranger. Ouais. Le plus récent qui l'a pas été fait, en fait, c'est Parasite, mais là, j'ai appris en achetant le DVD qu'il y avait la version française et anglaise aussi dessus, mais bon, il faut toujours écouter les sous-titres. Parlant justement de plusieurs langues, là, dans ce film-là, Vera Clouseau parle espagnol tout le long. Dans le fond, dans Les Diaboliques, c'était en français, mais on sentait là, qu'il y avait quand même un fort accent dans brésilienne. Puis c'est ça, là, c'est espagnol dans le fond, puis je pense que c'est pas mal l'espagnol, français, il y a de l'anglais aussi, mais il y a beaucoup d'anglais, il y a des petits bouts d'allemand, puis d'italien évidemment, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un film amalgame, je sais pas comment le dire là, mais c'est un film aussi qui a je trouve qu'il représente bien un peu cet exil là des Européens dans la Deuxième Guerre et tout vers des pays d'Amérique du Sud. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'Allemands qui ont quitté vers l'Argentine ou en tout cas beaucoup de pays d'Amérique latine. Là, ici, le village est nommé, mais c'est un village fictif, mais dans le roman, ça se passe au Guatemala. Donc, puis on sait aussi parce que le film va être censuré aux États-Unis, quand même plusieurs dizaines de minutes qui vont être coupées parce que on trouve que ça représente mal un peu les États-Unis qui sont juste ces propriétaires là de compagnies puis qui exploitent un peu la population locale. On sait que ça a fait beaucoup de débats pas mal tout le long du 20e siècle là, sur le fait que les États-Unis par exemple, surtout au Guatemala, par exemple, ils ont tué le dictateur pour imposer leur propre dictateur qui était envers... mais tu sais, ça, c'est l'exploitation des Américains sur le reste de l'Amérique du Sud est quand même très connu. Ford aussi avait construit des villes en plein milieu de l'Amazonie, puis il rendait la population dépendante. Il y a plein... j'avais écrit un article justement sur la banane, puis la production de bananes qui était américaine, mais faite dans les pays d'Amérique du Sud, puis qui était fait au détriment de la population, puis on les payait même pas avec de l'argent, on les payait avec des bons pour qu'ils aillent s'acheter des produits américains qu'eux vendaient. Donc il y a tout ça, puis le film sort en 53 aussi, c'est une période assez là je me souviens plus si c'était le macartisme, en tout cas je sais pas trop quoi là, mais c'était à une époque où pas l'impérialisme parce que c'est pas un roi nécessairement, mais en fait l'emprise des États-Unis est quand même bien implantée, puis où on critique beaucoup la politique étrangère américaine. Je me souviens plus si c'est là qui va en tout cas je me souviens plus de mes cours d'États-Unis, d'histoire des États-Unis là, mais il me semble que c'est là qu'on va faire la politique du bon voisinage là, essayer de mieux paraître auprès des autres pays. Mais bon, les États-Unis ils exploitent partout maintenant, c'est pas en Iran, mais en tout cas dans le Moyen-Orient puis tout, mais c'est ça. Donc le film va être grandement censuré là-bas. Puis on comprend quand même assez bien pourquoi on veut pas non plus présenter les États-Unis comme je sais pas là, pas en contrôle de la situation. Donc voilà, mais sinon outre cette censure là, ça va quand même avoir une belle renommée internationale malgré plusieurs troubles de tournage qui vont survenir parce que le film va pas être tourné en Amérique du Sud, il va être tourné dans le sud de la France parce que je crois que c'est Yves Montand qui voulait pas voyager ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était une période assez trouble aussi pas mal partout en Amérique latine à cette époque-là. Donc on va être tourné dans le sud de la France, puis notamment plusieurs problèmes sont venus. Bon, on a parlé un peu de la scène où ils sont dans une mare de pétrole. Ouais. Ça c'était du vrai pétrole en fait. Donc c'est ça, Yves Montand et celui qui joue Joe, j'ai encore Charles Vanel, ont tous deux attrapé une conjonctivite.
évidemment, parce qu'ils sont pas mal toujours dans le pétrole. Ça doit pas être super bon non plus, mais il y a aussi Vera Clouseau qui est tombée malade, grandement malade. On sait qu'elle est morte pas longtemps après aussi. Ben, pas mais longtemps. après les Diaboliques, hein. Ouais, ben elle est morte 58, 60, en tout cas, quelque chose comme ça. Elle est morte vraiment pas si longtemps de problèmes de cœur à 40 ans. Là. Fait que, bon. Clouseau aussi va se casser la cheville. Les figurants vont faire une grève pour se faire payer, ce qui est quand même assez anodin, mais bon. Les figurants qui sont là 5 minutes dans le bar à la fin, puis au début, là, ouais. Ouais, peut-être autour du puits de pétrole aussi. Là. Il y a quand même plusieurs figurants, mais bon, tu sais, on s'en fout un peu. Les décors vont aussi être déteints en raison de pluie abondante dans le sud, parce que le tournage va durer vraiment plus longtemps que supposé, puis ça va même doubler le coût du budget, donc ce qui est vraiment pas... il me semble que ça arrive souvent dans les films Criterion, là, quand on parle qu'il y a des débordements de délai, ça arrive encore aujourd'hui, mais disons qu'on est plus... les grosses productions sont quand même un peu plus sharp, là, disons, là, ils peuvent se permettre... pas ils peuvent se permettre, mais en tout cas, ils sont capables d'arriver dans les temps et tout. Mais bon, donc il y a plusieurs problèmes, mais c'est ça qui vont venir un peu miner le tournage, mais bon, ça paraît pas trop à l'écran, tu sais, tout nous semble assez... crédible, les décors étaient bien corrects. En même temps, c'est un film en noir et blanc, fait qu'on sait pas si on déteint ou non. Mais non, c'est vraiment un film qui, pas nécessairement qui a réinventé le thriller, mais qui je sais pas, qui a atteint, je pense, un sommet pour l'époque dans l'espèce de sentiment que tu peux avoir envers un film, envers les films de thriller. Tu sais, il y a Hitchcock qui lui faisait des thrillers mais d'horreur, mettons. Là, ici, on n'est pas dans l'horreur du tout. Mais c'est vraiment un film, c'est ça, qui donne des sueurs froides, puis que j'ai vraiment bien apprécié. Ben oui. Puis, je terminerai peut-être avec les impressions, pas les impressions, mais les références dans la culture populaire, parce qu'il y a quand même certains trucs qui vont être repris à quelques reprises. En fait, il y a eu 2 remakes, Violent Road ou Hell's Highway. En fait, il y a 2 noms, je sais pas lequel est préféré, mais bon, en 1958. Puis Sorcerer en 1977, qui est par William Friedkin, qui a fait notamment L'Exorcisme. Donc, il rappelle certains éléments de Speed, comme tu avais mentionné aussi. Puis d'autres thrillers du genre avec des voitures. Je m'étais noté justement Pelham 1, 2, 3. Il y avait Die Hard aussi, ça me faisait penser un petit peu l'espèce de course contre la montre, là. Je parle surtout du numéro 3. Die Hard 3, c'est vraiment c'est vraiment mon préféré. Les énigmes à New York. Voilà. Mais c'est ça, ce genre de film d'action-là que faut que tu te battes contre... mais dans ce cas-ci, c'est pas tant contre la montre plus que contre ce qu'il y a dans l'auto. Ouais. Tu sais, c'est juste que t'es avec un produit que tu sais pas comment le gérer, dans le fond. Ce qui est quand même drôle, c'est que tout le monde fume pareil dans le camion, là, ce qui est probablement pas recommandé, mais bon, on sait pas, je sais pas s'il y a des non, c'est des bidons fermés, mais il doit pas avoir de vapeur. Tu sais, je veux dire, sont en avant dans la boîte, le pas gros, tu lances ta cigarette trop loin. Non, le gros danger, c'est surtout les boss, j'ai l'impression. Puis il me semble que dans le film, tu sais, ils ont beau insister là-dessus, mais on en voit quand même là, pas mal des moments où c'est pas très très droit, puis je me disais, mon Dieu, ça va exploser, mais tu sais, bon, ça explose pas, là. Mais c'est ça, ce genre de film-là, un peu stressant, que t'as des situations pas possibles à traverser, là. Puis qui sont crédibles aussi, quand même, là, tu sais, c'est pas... ah oui. Ils se font pas attaquer ou rien, là, tu sais, il y a pas de situation trop sensationnaliste, là, même si le film est quand même assez c'est ça, poignant. Je sais pas comment le dire, mais j'ai vraiment aimé ça. Il aurait aussi influencé Dunkirk de Christopher Nolan pour la tension qui est créée. Bon, moi j'ai pas tant aimé Dunkirk, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tension, beaucoup de bruit, une grosse ambiance sonore, du chaos un peu partout, donc oui. Puis Sam Peckinpah reprend la scène d'ouverture dans The Wild Bunch. En fait, je pense que la scène d'ouverture, c'est des enfants qui torturent des bébites, là, quelque chose comme ça, dans un village éloigné, justement. J'ai aucune idée. La seule affaire quoi je peux penser, c'est The Brady Bunch, puis là, ça, je pense que c'est... Non, Wild Bunch, c'est... Non, je sais. C'est un western assez classique. Non, j'ai aucune idée c'est quoi The Wild Bunch. Mais voilà, c'est pas mal ce qui conclurait. Je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter avant qu'on donne notre score final. Non, ça va avoir été une courte émission, mais non, on pourrait passer aux notes. Ça serait... moi, pour ma part, je vais lui
donner un gros 8 sur 10. C'était vraiment un très bon film que je recommanderais à tout le monde. Là. C'est sûr que c'est ça. C'est vraiment juste la longueur au début là, qui vient un peu vient rallonger le film là, mais qui casse un peu le rythme. Mais le reste, c'est vraiment c'est un des meilleurs thrillers, je pense que j'ai vu. Puis ouais, je réécouterais, je l'achèterais probablement. Là. Il était vraiment bon. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Dans le fond, je vais lui donner aussi un 8. C'est un excellent film. Justement, c'est un peu lent à démarrer au début. Tu sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Personnellement, je l'ai pas mentionné, mais je m'en suis rappelé pendant qu'on en parlait. Ça me faisait un peu penser à Touch of Evil. L'espèce de petit village avec le bar-hôtel, puis tout ça. Puis les plans des rues aussi. Tu sais, Touch of Evil, on est vraiment sur la frontière Canada, États-Unis-Mexique. Puis ça me faisait rappeler ça un petit peu là, l'ambiance qu'on sait pas trop, puis finalement ben c'est pas ça du tout le film. Fait que c'est ça, pour l'espèce d'incertitude, tu sais, je peux pas lui donner une plus haute note, mais 8 c'est quand même excellent là. Donc c'est ça, ouais. Pour moi ça va être un 8. C'est un très bon film que j'ai bien aimé. On ressent bien le stress, puis ben c'est bien fait. On vous spoilera pas la fin, mais ouais. On a bien hâte, je pense, de plonger dans l'œuvre de Clouzot qui promet. Il y a plusieurs films dans Criterion, il y en a d'autres qui le sont pas nécessairement, mais je pense que c'est un très bon réalisateur qui sait comment jouer avec pas se réinventer nécessairement, mais jouer avec les codes pour vraiment nous faire bien ressentir ce qu'il veut nous faire ressentir. Donc prochain épisode, on va parler de Time Bandits avec une de nos amies, en fait Camille Harvey, qui a fait son bac avec moi, mais bon, c'est notre amie à tous les deux. On va parler de ce film-là. Elle va être aussi présente pour le numéro 40, en fait Armageddon. Donc on se prévoit... un petit programme double 37-40 là, on a dérogé à notre règle de regarder en ordre. On avait déjà vu les deux films de toute façon là, oui, c'est vrai. Mais voilà, donc ça promet. Donc merci d'avoir été des nôtres pour ce programme double d'Henri-Georges Clouzot. On se retrouve au prochain épisode pour Time Bandits de Terry Gilliam. Merci.